Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. On va parler ce soir de l'Algérie où l'armée est soupçonnée de vouloir imposer de force sa transition. L'incarcération de Louisa Hanoun, chef d'un parti algérien trotskiste dans une affaire de complot contre l'État, montre que l'armée veut imposer de force son schéma de transition post-Bouteflika, pourtant rejeté par la contestation. On dénonçait vendredi des associations à la pointe du mouvement. Candidate aux 3 dernières présidentielles en Algérie, Madame Hanoun a été placée en détention provisoire jeudi par un juge d'instruction militaire dans le cadre d'une enquête pour complot contre l'armée et atteinte à l'autorité de l'État, selon le Petit Parti des travailleurs dont elle est la secrétaire générale. Les chefs d'inculpation à son encontre n'ont pas été dévoilés. On va en parler ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, qui est cette dame Louisa Hanoun? Louisa Hanoun est une dame battante au niveau de l'Algérie qui a été au moins 3 fois candidate aux élections présidentielles avec une idéologie plus ou moins marxiste, parce que ce n'est plus ça, parce qu'avec la chute du mur de Berlin, on a beau être trotskiste, on est obligé d'y ajouter un certain nombre de choses. Et on la considère comme faisant partie de l'opposition radicale au niveau de l'Algérie. Ce qu'on lui reproche, pour moi, ça ne tient pas la route, puisque même à l'approche des élections, quand le président Bouteflika a déclaré sa candidature, on avait parlé ici de cette rencontre des partis algériens qui essayaient de trouver un candidat unique. Elle avait dit non. Elle n'avait pas accepté le principe. Elle avait dit clairement que l'Algérie a besoin d'une conférence nationale, d'une refondation. Elle a été la première à sortir ce genre d'idée et à défendre ce processus qui va permettre à l'Algérie de se comporter comme une république normale. Et en fait, c'est la même position qu'elle a gardée, malgré le fait que l'armée se soit retrouvée actuellement au pouvoir à cause des manifestations. Et c'est pourquoi l'armée peut-être est en train de faire pression sur cette dame, puisque la position qu'elle défend met l'armée à l'écart. Et ce n'est pas une position qu'elle a défendue à la chute du président Bouteflika, c'est une position qu'elle avait défendue bien avant même que le président Bouteflika ne déclare sa candidature. Est-ce que ça veut dire que l'accusation de ces 2 associations est fondée, l'accusation contre l'armée? Non, elle n'est pas fondée. Je ne vois pas qu'est-ce que cette bonne dame va faire contre l'armée. Elle n'a rien contre l'armée, elle n'a pas pris les armes. Son parti existe depuis fort longtemps. On ne les a jamais vus tenir un discours allant dans le sens d'une prise des armes, d'un coup d'État ou de quoi que ce soit d'autre. Mais c'est un parti qui a toujours dit que l'armée algérienne fait partie du pouvoir. Ça a toujours été clair dans son discours et elle l'a répété, bien sûr. Ça n'a pas fait plaisir à Gaïd Salah et ses partisans, mais c'est la réalité. Tout le monde sait qu'en Algérie, comme le disait quelqu'un, l'armée a son État. Et aujourd'hui, on se dit que l'armée est en train de protéger son État. Et tout ce qui propose une transition qui écarte l'armée, on est en train de vouloir leur créer des problèmes. Alors que, comme je l'ai dit, ça a été sa position. Gaïd Salah n'était pas encore aux commandes, comme c'est le cas aujourd'hui. Bouteflika était là. Bouteflika n'avait pas encore clairement déclaré sa candidature. C'est son ancien Premier ministre récemment arrêté qui disait qu'il fallait qu'il soit candidat. Mais elle avait dit que les élections ne régleront pas le problème de l'Algérie. Et c'est le même discours qu'elle tient aujourd'hui en disant que les élections qui viennent ne régleront pas le problème de l'Algérie. Il faut des réformes. Et elle considère que ces réformes doivent passer par cette conférence nationale. Et c'est ça qui fait que l'armée, qui veut coûte que coûte que les élections se tiennent, considère peut-être que celle-là tient un discours qui pourrait être un discours dangereux par rapport aux ambitions de l'armée. Mais je ne vois pas en quoi elle-même ou son parti peuvent constituer un danger pour l'armée algérienne. Son parti, justement, le Parti des travailleurs, n'est pas un grand parti. Pourquoi l'armée s'acharne, là en ligne de mire, alors qu'elle n'a pas un parti aussi grand pour s'opposer aux ambitions du général Gaïd? L'armée connaît bien ce parti, c'est un parti d'idées. C'est vrai qu'elle n'a jamais fait un score extraordinaire au moment des campagnes électorales, mais les vrais débats en Algérie, c'est elle et son parti qui les posaient. Vous voyez, ici, ils ont anticipé
sur cette question de la conférence nationale, qui semble être aujourd'hui la direction que prennent les manifestants, que prennent bien des gens, qui disent clairement que des élections à la date prévue avec ce mode de transition, il n'y aura pas de réforme. Il n'y aura rien de changé. On fait des élections, mais le système continue, alors que les gens demandent le départ du système. Donc les élections ne peuvent en aucune façon être la solution par rapport à la crise algérienne actuelle. L'armée faisant partie du système, l'armée ne voulant pas partir, au contraire, l'armée est en train effectivement de gagner du temps pour mener les gens à ces élections pour pouvoir certainement préserver ses intérêts. Bon, en même temps, c'est vrai, on a arrêté le frère du président de la République, Seydi Bouteflika, on a arrêté les opérateurs économiques qui faisaient la pluie et le beau temps à qui Bouteflika et son frère avaient donné à certains 9 000 milliards, 11 000 milliards à d'autres, plus le monopole de l'immobilier ou bien de l'automobile. Bon, c'est bien. Mais est-ce que ce sont les seuls qui posaient problème dans le système? C'est la réponse que la population donne. Et les populations considèrent que ce n'est pas encore ce travail qu'il faut faire. Il faut régler d'abord le problème du système et ensuite mettre en place des institutions et laisser ces institutions faire le travail pour savoir qui a fait quoi et demander aux gens de venir rendre compte. L'armée est en train d'anticiper sur un certain nombre de choses pour montrer certainement une volonté de changement. Mais quand vous entendez Louisa Hanoun parler, vous voyez une femme qui est marxiste, alors que les marxistes, en matière de critique et d'analyse, c'est des gens qui ont des outils extrêmement efficaces. Et certainement, on veut taire cette voix pour que celle-là n'influence pas les manifestants, parce qu'elle propose quelque chose de solide qui est là depuis avant le départ de Bouteflika. Alors, le général Ahmed Gaïd Salah, on le voit de plus en plus, est au front, il est au four et au moulin. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de l'armée algérienne, il y a un plan et on ne veut voir aucune contrariété? C'est à ça que ça ressemble. Parce que quand on arrête Louisa Hanoun, mais ça veut dire qu'on commence à ne plus vouloir entendre les gens parler. Il ne faut pas oublier que vendredi passé, ils ont empêché également aux manifestants de faire ce qu'on appelle la rupture collective, ce qu'on appelle le iftar. Bon, les Algériens l'appellent foustou. Ils ont une façon de se regrouper, de rompre le jeûne ensemble, partager des repas, des gâteaux. Même ça, l'armée l'a interdit. C'est-à-dire, sans oublier que sur les autres manifestations, de plus en plus actuellement, il y a des heurts entre les manifestants et l'armée. Il y a des barrages des gendarmes pour empêcher aux gens de venir en masse. Toutes ces choses ne se faisaient pas auparavant. On laissait les populations manifester tranquillement, on constatait la mobilisation. Certains disaient à l'époque qu'il faut attendre le ramadan va peut-être casser la mobilisation. Ça n'a pas du tout été le cas. Mais quand on voit les pas que l'armée pose, on revoit de plus en plus, non plus cette armée dont parlait Gaïd Salah, qui est là, qui est garant pour le peuple, mais on voit une armée qui se présente de plus en plus comme une autorité et qui commence à dire ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'il y a un président marionnette qui est là, et c'est Gaïd Salah qu'on voit, où est le président par intérim, qui l'a vu se prononcer sur ces questions. Pourquoi c'est Gaïd Salah qui continue de parler? Il y a un président par intérim, Gaïd Salah n'a qu'à rejoindre les casernes. Et c'est au président par intérim d'organiser les élections si des élections doivent avoir lieu. Mais on voit bien que l'armée est là en train de vouloir préserver ses intérêts et il fait ombrage carrément au président de la République qu'on voit moins que le chef d'état-major des armées. Alors, il y a aussi ce fait qui est inquiétant, c'est qu'on voit de plus en plus le tribunal militaire prendre le devant alors qu'il y a un tribunal civil qui doit s'occuper de ces affaires. Oui, ça renforce ce que je disais tout à l'heure. Le tribunal civil, il ne faut pas oublier que les avocats ont marché, les magistrats ont marché. Si l'armée y envoie des gens, l'armée risque d'être déçue. Ces gens ne sont pas aux ordres aujourd'hui. Ces gens sont plutôt dans l'esprit de la révolution, dans l'esprit de la réforme. Ces gens veulent que les choses changent. Donc si l'armée leur donne l'occasion, en leur amenant par exemple Louisa Hanoun pour qu'elle soit jugée, mais je me dis qu'elle va sortir de là-bas couronnée au lieu d'être emprisonnée. Et l'armée, le comprenant très bien, préfère juger là où l'armée est sûre que la sentence va aller dans le sens de ce que l'armée veut, organiser rapidement des élections en espérant, parce que ce n'est pas garanti, que le fait d'organiser les élections pourra mettre fin à la crise, alors qu'aucun Algérien ne croit que ces élections mettront fin
à la crise. Alors, pour qui roule le général Ahmed Gaïd Salah? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on essaye de baliser le chemin? On se pose la question, est-ce qu'il roule pour quelqu'un ou bien est-ce qu'on va avoir un phénomène à l'égyptienne? Parce que c'est ce que les Algériens craignent le plus. D'ailleurs, dans les manifestations, plusieurs fois, dans les pancartes, les manifestants l'ont mentionné en disant qu'ils ne veulent pas de Al-Sisi au niveau de l'Algérie. On ne voit pas encore un personnage qui se dégage. Puisque le président actuel est un président par intérim, dans le principe, ce n'est pas lui qui va être candidat. Qui va être le candidat de l'armée? On se pose jusqu'à présent des questions. L'armée a essayé de s'approcher des politiques, mais ça n'a pas donné de résultats parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, en Algérie, la situation actuelle est due à une mobilisation des populations qui n'a pas été organisée par un quelconque parti politique. Et jusqu'à présent, c'est la force, mais c'est en même temps la faiblesse. Parce que si l'armée avait un interlocuteur au niveau des manifestants, l'armée serait certainement partie discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'elle peut gagner en acceptant un candidat parmi les manifestants pour pouvoir gérer l'intérim comme on le demande. Mais il n'y a pas un interlocuteur en tant que tel au niveau des manifestants. À l'allure où les choses se déroulent, on sait que les manifestants étaient descendus dans la rue non seulement contre le 5e mandat de Bouteflika, mais pour demander plus d'ouverture, plus de liberté. Est-ce qu'ils ne risquent pas d'être déçus? Les manifestants commencent à être déçus. Parce qu'avec la chute de Bouteflika, les gens avaient commencé à penser plutôt que les choses allaient se passer plutôt rapidement. Bon, si vous voyez les appels à manifester le vendredi, on en faisait toujours le vendredi du défi, un peu comme s'il faut faire le maximum pour terminer une bonne fois ce qui avait été commencé. Mais les vendredis se suivent et se ressemblent. À chaque fois qu'il y a une décision prise par l'État, je pense à l'intérim, au gouvernement, à la prochaine manifestation, la décision est contestée. Quand Gaïd Salah prend une décision, à la prochaine manifestation, la décision est également contestée. Ce qui fait que les Algériens sont en train de s'apprêter à une lutte sur la longue durée. Au lieu de cette lutte qu'on croyait pouvoir gagner rapidement, avec la chute de Bouteflika, les gens pensaient que c'était quand même l'essentiel avait été fait, mais à leur grande surprise, Bouteflika est parti, la personne, mais le système est resté. C'est le jeu que l'armée est en train d'essayer de faire en faisant comme si l'armée ne faisait pas partie du système, en attrapant son frère, en attrapant certains opérateurs économiques connus au niveau de l'Algérie comme des souteneurs du président Bouteflika. Mais dans cette foule, dans cette masse, vous avez des gens qui réfléchissent et qui savent très bien quel rôle l'armée algérienne a joué. Aussi bien pour que Bouteflika soit au pouvoir, parce qu'il était le candidat de l'armée, que pour qu'il reste au pouvoir. Et c'est pourquoi les gens sont là regardant en se demandant qui va être le candidat de l'armée, parce que si l'armée ne prend pas le devant, la stratégie risque d'être la même, trouver quelqu'un pour en faire un candidat qui va gagner les élections. L'armée va faire semblant de retourner dans les casernes, mais le président de la République sera le président de l'armée. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et on se retrouve tout de suite avec l'invité. Confirms that freedom and democracy does indeed reign in South Africa. And we are grateful for that. Each other, but we were all in a contest. And I thank you for engaging in a most wonderful contest
and our people have now spoken, and all of us are called upon to accept the word and the will of our people irrevocably. Aš manau, kad pritrūko porą savaičių. Dar porą savaičių pakankamai vėlai startavom su kampanija. Ir galbūt to pritrūko, o gal pritrūko to, kad reikėjo kažkokių tik klaidų išvengti, kurios buvo padarytos. 2016 metais mes įgavom milžinišką žmonių pasitikėjimą daryti tuos darbus, kurių niekas nenorėjo daryti. Reikėjo daryti. Galbūt reikėjo mažiau daryti reformų, bandyti išlaviruoti, ieškotis gerų tokių švelnių pozicijų. I have noticed that Malawians everywhere I've gone have embraced my 5-point plan to begin building a new Malawi. This is the Chakwera Super High Five, talking about servant leadership, uniting the country, making everybody prosper together with everybody else, and working to end corruption, ending corruption and fraud, and following the rule of law. And this thing... Yüksek Seçim Kurulu'nda o haince kararı alanlara sesleniyorum. Ben buradan verdiğim mesajlarla inanın onların bile çocuklarının, torunlarının hayatlarını kurtaracağım. Sakın yüreğinizdeki umudu kaybetmeyin. Umut burada. Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. Yolsuzluk var. Açık ortada. Gidelim millete. Milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz. Onu kabulleniriz. Olay bu kadar basit. Ortada bir şaibe var. Ortada bir yolsuzluk var. Ve bu yolsuzluğun, bu şaibenin ortadan kaldırılması ve hem Yüksek Seçim Kurulu'nu aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir. C'est la première prise de conscience à ce niveau de notre situation en matière de biodiversité. C'est un moment aussi important que le premier rapport du GIEC en 1990 sur le climat. Et c'est la première fois qu'au meilleur niveau scientifique sont établis des faits qui sont cruels pour nous tous et qui appellent à l'action. La surexploitation de la planète y est clairement décrite, les signes de dégradation considérable de 75% de l'environnement terrestre, 40% de l'environnement marin et la disparition de plusieurs centaines d'espèces et la menace d'une part importante des espèces encore vivantes sur notre terre. Apporter une première réponse. Évidemment, nous n'avons pas la prétention de dire que c'est la réponse ultime, mais une première réponse concrète et rapide à la publication du dernier rapport de l'IPBES, donc comme on le dit souvent, le GIEC de la biodiversité, dont nous avions souhaité, avec Brune Poirson, qu'il puisse présenter son rapport ici même pendant ce G7 environnement, sachant qu'il se réunissait à Paris. Regardez désormais la télévision en direct sur votre smartphone partout où vous êtes. Ne manquez aucun programme sur nos 8 chaînes info français et anglais, magazines, cinéma, Transnat, musique, Sport 1 et Sport 2. Vite, rendez-vous sur Play Store ou Apple Store, téléchargez, installez notre application Niwo TV et profitez des moments intenses avec les télés qui vous transforment. Voulez-vous la télé autrement? Profitez de nos 8 chaînes et laissez-vous transformer. New World Info Français vous met en continu au courant de l'actualité et présente des émissions plateaux, politiques, économiques, sociales et des films institutionnels en langue française. New World Info Anglais, l'actualité en continu ainsi que des émissions plateaux en langue anglaise.
New World Cinéma, des films de tout genre, des séries, des feuilletons et du divertissement jeunesse pour vos moments de détente. New World Transnat, une chaîne innovante et exclusivement dédiée aux programmes en langue qui se révèle être la référence télé de promotion des langues locales. New World Magazine, la culture sous toutes ses formes, vous y est présentée à travers des programmes éducatifs et ludiques. New World Music, le top de la musique de tous les goûts, tous les âges. Vous y apprécierez la musique africaine, américaine, européenne, asiatique et du gospel. New World Sport 1 présente toute l'information sur les disciplines sportives en Afrique. Avec New World Sport 2, vivez les grands championnats européens et toutes les disciplines sportives en Europe et d'ailleurs. New World TV, les chaînes qui vous transforment. Are you an advertiser? Do you have product? Would you like to show your commercials on the New World TV channels? Quickly contact the sales department at 22551933 or on our WhatsApp number 70267676 or 96939310 or on our email commercial@newworldtv.com. Do you want a television that is engaging? Then watch our 8 channels and let yourself be transformed. New World Info French keeps you up to date on current affairs and presents you with programs on politics, economic, social topics and influential films in French. With New World Info English, watch news and current affair programs in English. New World Cinema brings you movies of all kinds, series and sequel, telenovelas and youth entertainment for your moment of relaxation. New World Transnat, an innovative channel exclusively dedicated to programs in vernacular and local dialect, a common band to African countries for promoting local languages. New World Magazine presents you with cultural programs of all forms through educational and fun programs. New World Music, the top music of all ages and kinds. You will enjoy the diversity of African, American, European, Asian, gospel music and many more. New World Sport 1 brings you all the statistics and features on sport disciplines in Africa. With New World Sport 2, watch big championships and tournaments live and all sport disciplines in Europe and around the globe. New World TV, a channel that transforms you. Personas dejan el país cada día y para final del año se espera que el número de refugiados y emigrantes venezolanos alcance los 5 millones. Este dramático deterioro de la situación hace que una solución política sea imperativa y sobre todo urgente. Como anuncié en nuestra anterior reunión, la Comisión Europea va a dedicar 50 millones de euros adicionales a la ayuda humanitaria en respuesta a la crisis. Sin embargo, será necesario mucho más
y por eso llamamos a otros donantes que hagan lo propio. La solución debe ser venezolana, pero la comunidad internacional, la región, tiene el deber y la responsabilidad de facilitar esa solución sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar. Nous parlons avec notre invité ce soir de 3 sujets, la Guinée-Bissau, où l'ONU juge crucial la nomination d'un Premier ministre. On évoquera l'Afrique du Sud. L'ANC conserve la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Depuis le Soudan, cet accord sur les organes de la transition. On en parle ce soir avec Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Niaoui. Bonsoir à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. La Guinée-Bissau, pour commencer, les représentants de l'ONU en Afrique de l'Ouest ont jugé crucial la nomination rapide d'un nouveau Premier ministre par le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, pour permettre la fin de la crise que traverse le pays depuis près de 4 ans, et alors que le FMI a souligné la fragilité de l'économie du pays. La Guinée-Bissau traverse une crise politique depuis le limogeage en août 2015 par le président Vaz de son Premier ministre, Simeoes Domingo Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, formation historique, et qui a conduit le pays à l'indépendance et dont M. Vaz est également issu. Seulement, Metsosa, les législatives du 10 mars dernier n'ont pas clairement, au vu des résultats, permis de résoudre la crise. Bien, oui, c'est la Guinée-Bissau est l'exemple emblématique des problèmes, des faux problèmes de crise politique, juridico-constitutionnelle que nous rencontrons. En fait, le problème de la Guinée-Bissau ne va pas se résoudre avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Il est malheureux de devoir dire ça, parce que ce pays, ça fait déjà depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies, qu'elle n'a pas réussi à se réconcilier avec la bonne gouvernance et la paix et la conduite normale des affaires. Donc ce n'est pas parce que cette fois-ci on aura réussi à nommer un Premier ministre que ça va résoudre la crise. Vous vous rendez compte, depuis 4 ans déjà, qu'on n'a pas de Premier ministre. Ouais. Mais on n'a pas l'impression que le pays vit en apnée, que toutes les institutions sont bloquées. Et on arrive quand même à vaquer et à mener des affaires courantes, à conduire les affaires courantes, comme on dit dans le jargon politique actuel. Le problème ici, c'est que ce pays a des problèmes structurels très profonds. Une crise économique grave sur fond de corruption, de trafic de drogue, etc., et qui à chaque fois est exacerbée par les inconséquences des hommes politiques. En fait, c'est un jeu de pouvoir. Vous vous rendez compte, M. Simeoes Pereira et le président Vaz sont eux-mêmes, tous les deux, issus du même PAIGC. Donc, quel est le problème qu'ils ont? Ils sont issus du même parti politique. Vous voyez, le pauvre peuple bissau-guinéen est fatigué de ces hommes politiques. C'est toujours la même chose. On avait vu la même chose sous Kumbayala. On a vu la même chose jusqu'à l'assassinat de Vira. C'est toujours comme ça ne se calme jamais. C'est l'enfant malade de l'Afrique de l'Ouest. Depuis son indépendance, ce pays n'a jamais fonctionné normalement. Et on se rend compte que d'élection en élection, on reconduit exactement les mêmes tares, les mêmes travers. Ici également, on retombe dans la même situation parce que la crise s'est exacerbée avec le limogeage de Domingos Simeoes Pereira, qui risque de redevenir Premier ministre normalement au vu des résultats. Vous voyez, alors on se pose la question, pourquoi l'a-t-on limogé? Pour des raisons purement politiciennes, ou bien parce qu'il a montré des insuffisances ou des limites qui ont justifié son limogeage. Donc, vous voyez, il va revenir par le jeu des combinaisons politiques. La nouvelle Assemblée va tout faire et liguer pour qu'on le reconduise. Alors, est-ce qu'ils vont mieux s'entendre cette fois-ci? Est-ce que le pays va aller mieux quand on va le renommer au poste qu'il a perdu? Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, on est en train de gérer l'impuissance publique. Un pouvoir qui est finalement
très très débile. Il est débile au sens médical du terme. C'est-à-dire il n'a pas en lui-même l'autonomie nécessaire pour créer les moyens de sa souveraineté. Et donc du coup, il est fragilisé parce qu'il fait le jeu des alliances politiciennes tout le temps. Ici, en tout cas, la demande de l'ONU qui pense qu'il est crucial qu'un Premier ministre soit nommé, quand on suit en tout cas dans plusieurs pays les schémas que propose l'ONU pour la résolution des crises, ça passe forcément par des élections et un gouvernement. Elle ne peut pas dire autrement dans le cas de la Guinée-Bissau. Oui, et c'est bien là le problème, c'est que nous sommes en panne d'imagination en Afrique, et de créativité surtout, parce que, vous voyez, il y a beaucoup de pays qui fonctionnent sans Premier ministre. La Belgique a fait presque 2 ans. Non, je ne parle même pas de ça. La Belgique, institutionnellement et constitutionnellement, a un système de fonctionnement exécutif qui prévoit un Premier ministre. Mais il y a des pays qui n'ont pas de Premier ministre. Le Bénin, par exemple, n'a pas de Premier ministre. Le Rwanda n'a pas de Premier ministre. C'est l'un des pays les plus performants d'Afrique aujourd'hui, sans Premier ministre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on se crée de faux problèmes en réalité. Et on a des crises qui sont des pseudo-crises, c'est finalement des problèmes de personnes et d'ego. On souffre plus de ça que de crises institutionnelles. Parce que, vous l'avez dit vous-même, depuis 4 ans, le pays ne s'est pas effondré parce qu'on n'a pas de Premier ministre. Donc ça veut dire qu'on pourrait, dans une forme d'imagination féconde, trouver le moyen de fonctionner institutionnellement sans Premier ministre. Mais bon, comme on est des copistes professionnels, c'est comme ça qu'on a fait, c'est la constitution qu'on a étudiée, c'est comme ça qu'on nous l'a légué, alors on ne peut pas sortir de ce schéma, et c'est pour ça qu'on est en crise. Vous voyez, parce qu'au Portugal, parce qu'eux sont colonisés par les Portugais, ils ont été colonisés par les Portugais, au Portugal, il faut un Premier ministre, donc ils n'ont pas pu imaginer autre chose. Donc pendant les 3 ans qu'on a fonctionné ça, on n'a pas pu trouver dans leur propre génie national quelque chose qui leur permette de fonctionner dans le cadre institutionnel et qui soit sui generis. On est incapable de ça. C'est ce qu'on a copié parce qu'on l'a étudié comme ça à l'université et ce n'est que dans ce schéma-là qu'on peut fonctionner. Alors, on a une armada d'intellectuels qui sont incapables de sortir de ce schéma aussi et qui vont vous commenter qu'il y a crise politique parce qu'on n'a pas nommé M. Simoes Herrera Premier ministre. Donc on va trouver tous les arguments possibles pour expliquer qu'il est indispensable au fonctionnement de son pays. Vous voyez, il est quintessentiel qu'il soit nommé Premier ministre pour que la Guinée-Bissau retrouve une meilleure santé économique et que le FMI et l'ONU et la Banque mondiale soient contents. Mon Dieu. Vous voyez un peu où est-ce qu'on en est? Nous voulions dire qu'il a été Premier ministre avec Vaz, mais le pays ne s'est pas mieux porté. Écoutez, vous le dites vous-même, vous comprenez mon désarroi et ma perplexité, parce que je ne comprends pas pourquoi. Alors on nous dit, bon voilà, par le jeu politique actuel, il va certainement revenir encore. Bon, pour quel résultat prévisible? On ne sait pas. Vous voyez, c'est pour ça que quand on est arc-bouté sur de faux problèmes comme ça, et qu'on a le nez dans le guidon à cause de faux problèmes de personnes, nous disons on se fout littéralement des peuples africains, et l'Afrique est malade de ses élites politiques. D'accord, ce second sujet, c'est l'Afrique du Sud. La Commission dit le succès à délinquante du Congrès national africain aux élections législatives qui offre un mandat fragile au président Cyril Ramaphosa pour sortir le pays de la crise après le dépouillement de l'ensemble des 22 925 bureaux de vote du pays. L'ANC l'a nettement emporté avec 57,5% des suffrages exprimés qui lui assure une majorité absolue de 230 des 400 sièges de l'Assemblée nationale. Ce résultat, il faut quand même le souligner, l'un des plus mauvais jamais réalisé par le parti de Nelson Mandela en 25 ans de pouvoir. En 2014, l'ANC avait obtenu 62,1% des voix et 249 sièges. Mais Net Society regardait quand même de près entre 62% et 57%. La différence n'a pas été trop grande pour le parti. Ça caracole toujours en tête. Et là, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Souvent, le système démocratique
le paradigme même de la démocratie, c'est qu'on est gagnant, leader et gouvernant, en tout cas légitime à gouverner, dès lors qu'on a 0,1 au-dessus de 50. C'est-à-dire que quand l'autre parti, qui est votre concurrent direct, à 49,9%, vous avez gagné et vous avez tous les droits. Donc 57%, c'est plus que confortable. 230 sur 400, mais c'est formidable, ça suffit pour faire, en tout cas, fonctionner le système et avoir le coup de franche pour gouverner. Même si, c'est vrai, c'est le score le plus mauvais de l'ANC depuis 25 ans. Ça s'explique par la situation économique, l'ANC qui n'a pas réussi à tenir toutes les promesses faites. Oui, ça s'explique par les résultats économiques, ça s'explique surtout par la gouvernance défectueuse de M. Zuma. Parce que Zuma a fait perdre beaucoup de crédit à l'ANC et finalement, c'est vrai qu'on est en train de payer la mauvaise gouvernance de M. Zuma. Je pense que c'est une des causes principales, parce que c'est quand même sous Zuma que d'autres partis ont émergé, qu'il y a eu des scissions à l'intérieur de l'ANC, que les UFF, Julius Malema a émergé, et qui a quand même tiré ses épingles du jeu, avec plus de 10%, 44 députés, contre 25 en 2014. Vous voyez, ça, ceux-là, c'est aussi des ANC, de haute teinte, qui ont fait sécession de l'ANC. Donc finalement, oui, c'est vrai qu'il y a une frange plus radicale de l'ANC qui se retrouve dans l'UFF de Julius Malema. Mais tout ça, ça reste encore normalement le cœur électoral de l'ANC. Donc on devrait normalement le rajouter. Parce que l'opposition... Qu'est-ce que je dis Julius est devenu très très critique des méthodes de l'ANC. Mais complètement. Et il a raison, parce que, je vous le dis, c'est sous Zuma que ce mouvement a émergé, et ce qu'il dénonçait, c'était les dérives de Zuma qui étaient protégées par l'ANC. On aurait pu destituer Zuma depuis plus longtemps que ça. Pour moins que ça, on aurait dû le destituer. Mais l'ANC l'a protégé, c'est ce qui a justifié que Julius Malema fasse sécession et crée son parti. L'autre parti, en gros, c'est l'Alliance démocratique de là-bas. Oui, aussi, vous voyez, ça c'est le véritable parti d'opposition, c'est l'opposition classique, auquel il faut rajouter quand même le Parti national, qui est minoritaire toujours, mais qui était le parti de l'apartheid, qui a continué à avoir des avatars. Globalement, l'ANC a encore des coups de franche. Alors, Cyril Ramaphosa a dit qu'il va tirer toutes les leçons de ce scrutin. Est-ce qu'il comprend que ce léger recul est un message que les Sud-Africains ont envoyé? Oui. Ce léger recul est un message que les Sud-Africains ont envoyé. Et il faut quand même dire que Cyril Ramaphosa est entouré lui-même de caciques du clan Zuma. Donc c'est toujours l'ANC. Vous voyez, il y a quand même une espèce de coalition idéologique, un cœur nucléaire qui ne va pas bouger. Donc qu'on veut ou non, lui aussi il est obligé, il est devenu tributaire finalement des bonnes dispositions dans lesquelles se trouveraient les ex-alliés de Zuma pour pouvoir gouverner. Donc il ne s'est pas complètement débarrassé du phénomène. Il faut faire attention à cela. Et il a plus d'ennemis dans son camp qu'à l'extérieur. C'est ça le plus grave et c'est le plus inquiétant de la situation. De toute façon, il est quand même parti pour avoir un nouveau mandat de conseil. C'est vrai qu'il présente le visage d'un ange, mais est-ce que Cyril Ramaphosa sera différent des autres? Dans tous les cas, il sera différent de Jacob Zuma. Ça, incontestablement. Quand on connaît le parcours quand même de Ramaphosa, vous voyez, c'était... En fait, Ramaphosa est le fils spirituel de Nelson Mandela. Il était l'un de ses collaborateurs les plus proches et celui dans lequel il avait une confiance absolue et auquel il aurait voulu carrément faire le legs. Mais le jeu
au sein de l'ANC n'ont pas permis à Ramaphosa d'être mis en avant devant des gens qui étaient ses aînés. Et c'est tout. C'est ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, à l'époque, il y avait des gens manqués. Parce que Nelson Mandela voulait vraiment signifier dans la façon de gouverner l'aspect multicommunautaire. Donc, le peuple arc-en-ciel. Et vous voyez, il y avait des gens comme Dula Omar qui étaient indiens et qui ont été aux premières heures de la lutte anti-apartheid, à qui il a voulu quand même réserver une place. Donc, du coup, tout cela ont écarté, Ramaphosa. Et finalement, maintenant, Ramaphosa, il aurait pu passer avant Jacob Zuma. C'était l'erreur qu'ils ont faite en donnant le pouvoir à Jacob Zuma. Ils auraient donné le pouvoir à Thabo Mbeki, qui est parti aussi dans des conditions plus que médiocres. Pas parce que nous l'était, mais parce que justement le clan Zuma au sein de l'ANC a eu la peau de Thabo Mbeki. Donc finalement, vous voyez, ils partent toujours à l'issue de cabales politiciennes. Donc il faut que ça cesse, et je souhaite à Cyril Ramaphosa un peu plus de réussite, parce qu'il n'est absolument pas de la même veine que M. Zuma, que je trouve un président détestable. Le Soudan, c'est le dernier sujet. On va évoquer cet accord sur les organes de transition. Les généraux soudanais et les représentants de la contestation populaire sont parvenus lundi à un accord sur un nouveau conseil souverain qui remplacera le conseil militaire de transition actuellement au pouvoir, en plus d'un cabinet et d'une assemblée législative. Au cours de la réunion de ce lundi, nous nous sommes mis d'accord sur la structure des organes et leurs prérogatives, a déclaré un porte-parole des protestataires, Taha Osman. Ces organes sont un conseil souverain, un cabinet et une assemblée législative. En tout cas, la nouvelle est tombée hier soir et on se serait vu en train de jubiler pour les Soudanais, mais les heures qui ont suivi sont venues assombrir un peu cette nouvelle-là. Oui, parce que, si vous voulez, le nouveau conseil souverain qui a été mis en place et qui doit remplacer le conseil militaire, doit négocier avec l'armée. C'est bien cela dont il s'agit, parce que il faut souhaiter quand même de la réussite à nos amis soudanais, parce qu'ils vont signer, s'ils réussissent, un nouveau modèle, un peu comme le Bénin l'avait fait avec la conférence nationale. L'Algérie a traîné un peu et le Soudan est en train de prendre les devants et de proposer un modèle de changement institutionnel, un peu dans la douceur finalement, avec une maîtrise bien dosée des forces en présence, et finalement un checks and balances improvisé. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée n'a pas tout à fait les coups de franche. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, et la société civile non plus. Donc du coup, il s'est créé finalement un cadre de consensus au sein duquel on discute et on négocie. C'est ce qui est bien dans le cas soudanais. C'est l'armée qui a pris le vent, qui a débarrassé le peuple soudanais finalement d'un dictateur ou de quelqu'un qui est devenu de façon un peu trop néfaste. C'est l'armée aussi qui, après avoir mis en place un conseil militaire, est restée à l'écoute de la population de ses desiderata. Dans d'autres pays, on aurait déjà tiré dedans à balles réelles et un délit de lacrymogène aurait réglé le problème. Et finalement, force serait revenue à la Kalachnikov uniquement. C'est pas la raison. Ce que j'évoquais en évoquant la situation hier soir, il y a eu certaines confusions à Khartoum où les manifestants ont déploré un mort ou 5 morts, c'est selon. L'armée aurait senti ouvert le feu, ce que l'armée dément. Il y a eu quand même une confusion à ce niveau aujourd'hui. Écoutez, c'est toujours dommage, mais ça fait partie des dégâts collatéraux d'une crise politique, quelle qu'elle soit. Un mort, 5 morts, on dit tout le temps c'est un mort de trop. Il en faut combien? Les révolutions en mangent beaucoup. Elles sont avides de sang, elles vampirisent toujours un peu le peuple, les révolutions. Donc, quelque part,
c'est le prix à payer peut-être, et c'est le prix que payent forcément des citoyens innocents. Bon, comment ça s'est passé? Il faut voir dans quelles circonstances ces morts sont survenues. Ils ne sont pas survenus dans le cadre d'un règlement ou d'un épisode politicien. Si c'est des échauffourées qui ont mal tourné, est-ce que c'est une crise politique? Est-ce qu'il faut l'imputer nécessairement à une volonté du pouvoir de museler le peuple et les manifestants? Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faut toujours l'interpréter. Il faut d'abord savoir dans quelles circonstances ces morts sont survenues. Ça peut aussi être une bavure, un accident. Mais dire que c'est un message politique, je ne suis pas enclin à le prendre en compte encore. Alors, il doit y avoir quand même, les discussions se sont poursuivies ce mardi et vont porter sur la durée, la période de la transition. D'abord, la durée de la transition, les militaires disent 12 ans, les contestataires disent 4 ans. Et puis, surtout la composition de ce nouveau conseil qui pose problème aux deux parties. C'est bien cela dont il s'agit. 2 ans, 4 ans, quelle est la meilleure formule? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Il faut faire de la politique en s'appuyant sur les réalités. Il faut le faire à l'épreuve du temps. Parce que, en fait, il nous donne l'impression, ceux qui disent 4 ans ou 2 ans, comme si, vous voyez, un enfant tirait sur un arbre pour le faire grandir. Ça n'arrivera pas, il ne grandira pas, ils vont le déraciner. D'un côté comme de l'autre, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Rentrons en transition d'abord. Essayons de trouver le cadre institutionnel idéal pour la transition et voyons combien de temps il nous faut pour que les changements institutionnels que nous prenons se réalisent. On ne va pas décider par occasion que c'est à tel délai et à telle date que ça va se faire. Parce que quand on sort de 30 ans de dictature, il faut un débat plus approfondi. Et il faut, vous voyez, proposer dans une formulation civilisée, consensuelle, les nouveaux changements possibles. Donc on ne peut pas dire que c'est en 2 ans, c'est en 3 mois. Non, si on fait ça, on ira à la hâte et on ira à la casse. C'est pour ça que je dis, c'est pas une question de temps. Ça va gêner qui que la transition dure 4 ans plutôt que 2? Ça va gêner qui? Les acteurs politiques, uniquement. Le peuple, il n'en tirera pas plus de bénéfices que ça. Que ça dure 10 ans de transition, l'essentiel c'est qu'on ait des hommes vertueux au pouvoir et qui travaillent à l'intérêt général. Ça, c'est plus important que le temps que ça va durer. C'est tout le problème. Maître Issa, merci d'avoir répondu aux questions. Je vous en prie, c'est tout un plaisir. Pendant que la pause, on regarde le journal, après on revient pour le regard croisé. Hey guys, my name is Jacqueline Pia. Do you want to act? If the answer is yes,